Merci beaucoup. Je suis vraiment honoré de venir ici en France. Pour moi, c'est une expérience de vie très riche. C'est très nourrissant et à la fois un dépassement de soi. En fait, Sébastien G, agriculteur et agronome. Je vais commencer mon intervention avec mon intention. Mon intention ici, c'est de vous raconter mon histoire la plus vraie et authentique qu'il soit. Je ne suis pas ici dans une démarche d'évangélisation, très loin de cette intention-là. Okay? La seule vérité que je connaisse, c'est mon histoire. Et je vais vous apporter dans mon parcours qui est à la fois très humain et agronomique. Okay? Fait où on découvre sa route des fleurs. Et dans ma vie, j'ai rencontré des gens vraiment riches qui m'ont enseigné 4 ingrédients de l'évolution. Premier ingrédient, la détermination, être vrai, coller au réel, accepter les choses telles qu'elles sont, l'humilité et l'ouverture. Pour moi, ces 4 ingrédients-là, c'est pour moi ma boussole intérieure. C'est quand la vie m'amène à affronter des obstacles, des épreuves, puis ça me demande un de ces 4 ingrédients-là, c'est là que je vais. Okay? Je vais aller voir un peu c'est comment que j'ai travaillé à cultiver ces ingrédients-là dans ma vie. Et je commencerai avec une grande question. Est-ce à la nature à se transformer à la complexité et à la perspective de l'homme? Ou est-ce à l'homme à se transformer à la complexité et à la perspective de la nature? Je commence mon petit parcours rapidement. Je viens d'un monde de l'érablière, famille d'érablière. La vie m'amène à étudier Cégep de Victoriaville, bac en agronomie à l'Université Laval. Je travaille comme agronome consultant également. J'ai toujours été à la rencontre d'agriculteurs. Pour moi, c'est une des raisons qui m'a vraiment, pour moi, l'expérience d'écoute des agronomes, des agriculteurs en échange, ça m'a toujours nourri dans ma carrière. Okay? J'ai également partagé, en fait, eu la chance de voyager. Des années, en fait, ici, en passant, je suis venu travailler en Alsace dans les années 2000. Puis j'ai travaillé aussi également en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien. Okay? Et en 2005, j'ai parti Nouvelle-Zélande, Australie, Philippines, Thaïlande, l'Inde. Objectif, curiosité, agriculture. Élargir mes horizons. Je reviens de voyage. Okay? Et pour moi, un des grands pourquoi, qu'est-ce qui m'anime, pour moi, j'ai toujours été aimé d'un aspect de curiosité. La santé des sols, pour moi, c'était un des grands pourquoi. Okay? De percer le mystère de la santé des sols. J'ai toujours une grande admiration pour la santé des sols. Je pense avoir une connexion relationnelle, émotionnelle très forte avec la qualité d'un sol. Et j'essaie de toujours cultiver cette curiosité-là. Okay? L'aspect relationnel, entre autres, envers la biodiversité. Et en 2007, j'ai l'opportunité d'acheter une entreprise, okay? Qui est l'entreprise de la famille de la mère de mes filles. Ma ferme est située centre du Québec, Montréal, Québec. Il faut comprendre que c'est le principal bassin agricole. Okay? Il y a un peu de lac Saint-Jean ici. Ici, on est plus dans les diversifications de cultures, saison plus froide. Okay? Au Québec, enjeu, saison courte, froid, de novembre à avril. Okay? C'est de la neige, il fait froid. L'enjeu, c'est les surplus d'eau. Okay? Beaucoup d'eau. On a quelques périodes de sécheresse. Quand ça arrive, on est complètement déboussolé. On ne sait pas comment faire. Okay? Rapidement, une ferme ici de 84 hectares qui est devenue, je vais vous expliquer, 50 hectares. Okay? Parcelle de 10 hectares environ, grosso modo, des sols sableux, long argileux. Okay? Pas de sol, glissol principalement. En fait, je ne contextualiserai pas beaucoup, je vais aller au cœur du sujet parce que j'ai juste 1 heure pour vous expliquer. Okay. En 2007, j'achète la ferme avec Guylaine, la mère de mes filles. On va aller, c'est mes 2 filles qui ont 15 et 14 ans aujourd'hui. Transfert de ferme très difficile, certifié bio depuis 1984.
Hans Buccelli, mon ancien beau-père, était un des pionniers. Okay? À ce moment-là, c'était une production bovine. On a parti de l'entreprise. Guylaine en avait un deck en mise en marché. Moi, j'avais un bec en agronomie. Relation consommateur, sa force. Moi, la relation de la terre. On a mis nos forces en commun. On a construit une maternité porcine, 50 truies naisseurs-finesseurs avec à peu près une cinquantaine de bouvillons. Okay. En engraissement, plus 150-200 porcs en engrais. Okay. On construit l'entreprise et tout l'aspect de commercialisation. Et je vous suis tantôt comment ça a évolué. Tout de suite, la vie m'amène à gérer sur le plan agronomique ce que j'appelle la guerre du vide. Okay. La guerre du vide, c'est des gestions d'adventices très élevées, gestion annuelle. Fait que tout ce qui est peigne, hercétril, ou rotative, doigt cresse, bineuse, j'ai à peu près tout expérimenté. Okay? Vous voyez un peu le soja comme à la pression. Okay? 35 ans de bio, ça fait quand même son histoire. Okay? Puis rapido, adventice, moutarde, ambrosie, beaucoup de moutarde, 7 heures, digitaire, chien dent, laitron, chardon. Bon, on en a plus que ça, mais c'est les principales. Okay? Tout de suite, avec la rencontre des agriculteurs innovants du Québec que j'avais en lien, en termes de conservation des sols, on me parle de la culture sur billon. Je trouve intéressant. Pourquoi? Bien, enjeu, température de sol, surplus d'eau, le billon venait, entre autres, dans ma réalité, venir résoudre ma plus grosse contrainte. OK? Fait que quand je travaille la culture sur billon, j'expérimente ça, okay? Qui amène la gestion de 2 dimensions. Hein? On gère la hauteur. Okay? Ça a un impact vraiment de modifier ma température de sol sur mes zones de semis, donc température de sol qui vient modifier tout l'aspect de la minéralisation. Okay? Et même contrôle de travail de sol, et ainsi de suite. Fait que j'expérimente. Sur un cycle à peu près d'une dizaine d'années, j'ai réussi à piloter un système assez simple, qui est la rotation standard au Québec. Hein, la diversification, on n'est pas des experts. Nous, c'est maïs-grain, soja, céréales, couvert, on tourne. Okay? C'est la rotation standard québécoise. Okay? Tandis que moi, je l'ai amené de la couleur avec des couverts interculture. Okay? Billon. On commence avec un beau couvert, je mets mes fumiers à ce niveau-là, couvert. Ça, en fait, c'est les résultats d'après plusieurs années. Okay? Couvert, après ça, je maïs, mettais mon trèfle sur le dernier binage. Après ça, je vais dans soja, billon. On voit la gestion du trèfle. J'ai aussi expérimenté avec du seigle scalpé et tout. Okay? Et à la fin, j'arrivais avec des cultures de seigle veste velue. Je suis un des premiers au Québec à faire de la semence de veste velue, parce que j'ai découvert que la veste velue passait mieux l'hiver, une culture bisannuelle, en association avec du seigle. Okay? Faut dire que nous, les sorties de l'hiver, c'est difficile. Okay? Il fait froid. On a toujours des épisodes de glace et tout. Okay? Fait que les céréales d'automne, c'est, je te dirais, la culture la plus facile à faire en bio ABC. Okay? Pourquoi? Parce que c'est l'hiver qui fait l'étape de la destruction. Mais si tu n'as pas des champs nivelés, bien nivelés, avec un égouttement d'eau de surface et de la santé des sols, pour une percolation efficace, ta survie à l'hiver est affectée. Et mes premières années, tout de suite, je commence mes systèmes ABC. La vie, comme un bon Québécois, me challenge, me met au défi. Okay? Ça, c'est un champ de soja. Okay? On est au mois d'août, c'est semé. On voit le soja ici, là. Ça teste l'homme un peu, hein? OK? Fait que, puis, vite, je comprends que j'avais mis, en fait, du régras. Le régras, nous, on le sème. OK? C'est un régras bisannuel. OK? Je l'avais mis du régras intercalant dans mon maïs. Puis là, ici, mon semoir avait bloqué. Tout de suite, je comprends l'impact de l'interaction des plantes, okay, sur la dynamique des adventices. Régras, super contrôle de moutarde, c'est la vide,
La nature aspire. La nature a comblé le vide. OK? Fait que, bon, finalement, j'ai une chance, j'avais des bons amis agriculteurs qui m'ont expliqué comment modifier ma bineuse. Et j'ai réussi à faire un binage à travers ces conditions. Et j'ai sorti des 3000 kg hectares. Ça a quand même bien marché, mais ça reste que faut respirer. OK? Et après ça, ben, plus je commence à maîtriser l'expérience de gérer du binage avec du couvert, OK? Je pousse les limites. Je mets des couverts billons, OK? Avec veste velue, seigle, OK? Décapage et tout. OK? Là, je n'expliquerai pas en détail parce qu'il y a une vidéo YouTube qui explique plus en ceux qui veulent plus en profondeur. OK? C'est assez technique, mais en grosso modo, rapido, ça nous donnait aussi l'avantage de ne pas venir travailler ma zone de semis parce qu'aussitôt qu'on travaille le sol, on réveille la jungle. OK? Fait qu'en ayant un non-travail de sol sur ma bande de semis, j'avais un meilleur contrôle des annuelles sur la zone de semis, entre autres. OK? Fait que je faisais ça en 2 étapes, décapage et semis. J'ai même travaillé à bricoler des équipements, OK, pour venir travailler les flancs du billon. On voyait la complexité de la mécanisation. Fait que j'ai beaucoup expérimenté, OK, à ce niveau-là. Même chose, on voit ici du soja sur du trèfle. OK? Puis vous voyez comment c'est un peu plus propre. OK? Puis je venais après ça biner, sommer. Il y a à peu près environ 1 mois de différence où le trèfle il venait occuper l'espace. Et après ça, ben, je venais biner. OK? Fait que je poussais les systèmes après à sa limite. OK? Ça demande un certain contrôle émotionnel aussi à travers ça. OK? Mais ça marche. Ça a marché. Grosso modo, en maïs, j'ai fait du 4 tonnes à du 12 tonnes hectare. OK? Puis les 4 tonnes, c'est que j'avais mal réussi mes couverts. Puis quand j'avais tout piloté mon système comme il faut, je montais à 12 tonnes. Et même chose dans les sojas, je faisais du 2000 à 3500 kg hectare, grosso modo, en fonction que si j'avais bien piloté mes interventions. Et c'est sûr que la météo en termes d'intervention de pluie. Puis il faut dire que cette année, c'était une année très humide. Le trèfle, je l'aimais beaucoup. Parce qu'il est venu tout pomper mon eau, mon surplus d'eau. Okay? Fait que, bref. C'est des systèmes que j'ai pilotés pendant des années. Bon, à travers tout ça, ça paraissait pas. Moi et Guylaine, on a travaillé à construire une usine de transformation de viande. En 10 ans, on a monté l'entreprise à 15 employés, 3 millions de chiffre d'affaires. OK? On a travaillé. OK? Avec Commerce Montréal, j'étais venu en 2010 aussi dans la région en Auvergne, à Aurillac, pour apprendre. Guylaine était venue apprendre à faire de la charcuterie. Fait qu'on est dans les, pas les premières, mais dans les fermes entreprises québécoises à faire de la charcuterie au Québec, avec le savoir-faire français et suisse. Rintal, c'est que Guylaine était d'origine suisse-allemande. Fait qu'on a poussé les limites jusqu'à vraiment. Mais il faut se dire une chose, pendant toutes ces années-là, OK, j'ai jamais fait une année financière positive. OK? Où j'étais dans une vision de croissance, puis on pelletait le problème par en avant, c'est-à-dire on empruntait sur le gain en capital des terres. OK? Ça s'essouffle. OK? Une vie de couple en affaires, c'est 2 personnes en ski qui descendent en ski sur les mêmes skis. Un qui est de face, un qui est de dos. Des fois, ça vire de bord. Puis, impossible de faire une descente sans chute. On est chuté souvent. Puis, j'ai beaucoup consulté aussi à travers ça. OK? C'est une épreuve difficile. OK? Fait que en 2016, je décide de me séparer. OK? J'achète, finalement, c'est quoi? C'est tout un processus. OK? Puis j'ai rencontré un homme qui m'a dit, Sébastien, écoute ton intuition personnelle. L'intuition connaît le résultat, le temps n'est pas une dimension. Il me dit, écoute ton sentiment de paix. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu un homme qui s'est trompé en suivant son intuition intérieure. Okay? J'avais un grand sentiment de paix dans la décision de me séparer. Okay? Je vends l'entreprise, okay? À peu près la commercialisation. Je rachète la ferme au montant, même à valeur marchande. Okay?
Il faut se dire, donner un exemple, à ce moment-là, j'avais 1,7 million de dettes, 84 hectares, 3 millions de chiffre d'affaires, pouf, salut, on va trouver des solutions en cours de chemin. Okay? Je réinvestis dans l'étable, je vais chercher un contrat avec Viande du Breton aujourd'hui, que j'ai un 1100 cochons avec la viande. Okay? Bref, je monte mes endettements à 2,6 millions de chiffre d'affaires. 84 hectares. Parce que le chiffre d'affaires de dette. OK? Puis là, j'ai de la pression sur les épaules. OK? Là, je me dis, ça va bien, je maîtrise mon truc. Là, c'est la cata. OK? Légionnaire dans le maïs, grêle, infestation généralisée de chiens-dents, le chardon. Là, j'ai mis de la pression sur le vivant, tout tombe. Première année, 250 000 $ de perte. Okay? Là, on se regarde dans le miroir, puis là, on se questionne. Okay? Et je dirais qu'à ce moment-là, j'habitais au pays du pense-bon. Je me surestimais face à la réalité. Et j'ai déménagé, je te dirais, au pays du doute de soi. Okay? Et je me ramasse 2,6 millions de dettes, 250 000 $ là-dessus de fournisseurs à payer, 27 $ de liquidité. Tu deviens le penseur de Rodin. OK? On est au mois de janvier. La récolte, c'est dans 1 an. OK? Là, la lumière était loin. Puis, je dirais, tu deviens complètement immobile. Tu deviens sensible. Tu te regardes toi-même. Puis, tu deviens curieux de la vérité. La seule chose qui te reste, c'est de réfléchir. Fait que là, je me suis questionné, bon, était où ma valeur? Comment je crée de la valeur sur mon entreprise? La vie, elle me donne du soleil, de la chaleur, de l'eau, 2 zones de pouvoir, la relation au sol, qu'est-ce que je sème? Puis je me suis transformé, c'était le début d'une transformation humaine sur 3 axes, où ce que je me suis transformé sur ma relation au pouvoir, ma relation à la perfection et la relation à l'incertitude. Des petits sujets, OK? Fait que j'ai avancé là-dedans. Et j'ai aussi, pour moi, accepté qui je suis. J'ai compris que j'étais aussi un artiste, qui n'était pas juste un agriculteur, mais qui voulait créer un sens plus profond dans les choses. T'sais, pour moi, mon champ, les parcelles que je fais, c'est mes toiles. L'once-moire, c'est le pinceau. Et la couleur, c'était les semences. Et la toile, mais, a fait du sens pour le futur. Et à ce moment-là, j'ai aussi amorcé une grande dualité émotionnelle dans ma relation avec le sol. Okay? Est-ce que je dois mentalement travailler mon sol pour revenu, mais qu'émotionnellement, je l'aime, mes vers de terre. Okay? Fait que j'ai eu le début d'un grand questionnement dans notre dualité émotionnelle qui a évolué avec le temps. Okay? Je me suis remis en question. Puis en termes d'ouverture, j'étais à la rencontre d'agriculteurs plus grands que moi. Okay? J'étais à la rencontre de David Brent, entre autres, qui est un agriculteur américain. 50 ans de semi-direct. OK? Il réussit à faire à peu près 3 ans sans glyphosate. Tu sais, un petit maïs, regarde. Ça, c'est du soja, aucun herbicide. OK? On a du maïs, 30 unités d'azote, 0 herbicide. OK? Là, tu te questionnes, c'est quoi qu'il fait. OK? Puis, cet homme-là est vraiment toujours orienté, priorité, santé des sols. Okay? Puis lui, il y a une grande admiration en termes de l'évolution. Puis ça commençait à ouvrir, on rouvre un peu. Puis là, après ça, je vais aussi à la rencontre d'autres agriculteurs. Gabe Brown, North Dakota, Rick Clark, qui est un agriculteur qui fait justement du bio en Indiana, sur à peu près 1000 hectares. Mitchell Ora, qui est en Iowa. Okay, vraiment un agronome qui a un podcast Fieldworks, vraiment intéressant. Blake Vince en Ontario, vraiment intéressant des nouveaux découverts végétaux. Russell Hendricks qui vient de battre les records de rendement de maïs aux États-Unis avec des méthodes d'agriculture régénérative. Rick Bieber, South Dakota, qui m'a donné un petit cadeau que je vais vous partager tantôt. Mark Douglas, un agriculteur bio, maïs 30 cm, vraiment tout expérimenté, les haricots, les tournesols, le maïs, c'est vraiment un agriculteur très, très innovant dans le Wisconsin. Ray Archuleta, qu'on connaît dans la série Kiss the Ground sur Netflix.
vraiment intéressant. Lawrence Stanley-Gee, qui est vraiment un agriculteur vraiment inspirant au niveau de l'Iowa. On a Bob Ricker, maïs, corridor solaire, qui est un ancien ingénieur de John Deere. Et on a Steve Grove également, qui est venu en termes de couvert végétal, qui est une sommité mondiale, en fait. Fait que ces gens-là, ils m'inspirent. OK? Et là, je tombe sur ce panneau, sur ce tableau en fait, qui représente toute la diversité végétale. OK? Et la clé, ce que j'observe, le dénominateur commun des agriculteurs qui réussissaient à mettre en place des pratiques avec le minimum d'utilisation de phyto et d'intervention mécanique, c'était des agriculteurs qui implantaient, grosso modo, 25 espèces sur un cycle de 7 ans. Sur les 25 espèces, il y en avait à peu près 6 à 7 qui sont pour des rôles de culture à revenus et 15 à 18 pour des rôles de nourrir des fonctions écosystémiques, sol principalement. Okay? C'était le dénominateur commun. Et plus que le niveau de biodiversité, de diversité est élevé, plus qu'ils pouvaient lever la pédale sur l'utilisation d'engrais, puis en fait, il y avait une intelligence dans le vivant. Okay? Et aussi également, moi, on est sous, okay, ici je vous explique le graphique. Ici, on est dans monocotylédones, graminées. Après ça, on a les légumineuses. On a les composés, solanacées, les courges, chanvres, crucifères, cariophyllacées. Oups, excuse. Et je me suis mis à observer, OK, moi, sur ma ferme, c'est quoi que j'ai? Je suis souvent dans une dynamique graminée, légumineuse. J'observe, c'est quoi les adventices que j'ai? C'est à peu près toutes les plantes que je ne cultive pas. OK, il y a quelque chose qui se passe, OK? Fait que là, à ce moment-là, que je commence à comprendre la clé de la diversité végétale. Puis, également, il y a Rick Bieber qui me partage, OK? Ce schéma-là que je l'ai amélioré, OK? Qui est pour moi un petit cadeau vraiment riche en termes de puissance. Okay? On a ici les monocotylédones, on a en haut, en bas les dicotylédones, on a à gauche froid, chaud. On est dans le simple ici, là, OK? Et dans le milieu, on a ici, en fait, les C3, tout ce qui est céréales, on est dans les pôles C4 carbone, OK? Les légumineuses des dicotylédones froides, on est dans le pôle azote. Ici, dicotylédone chaud, il en manque aussi également. Très diversifié. Ici, on est dans les crucifères et les liliacées, non mycorhizés, en pôle inversé, mycorhizés. Et les crucifères sont pour moi des plantes très bipolaires, c'est-à-dire la même crucifère, tu la sèmes au printemps, petite masse foliaire, petite masse racinaire, grosse masse foliaire. Tu la sèmes à l'automne, grosse masse racinaire, petite masse foliaire. Fait qu'ils vont se comporter complètement différents, c'est pour ça que je les ai mis dans le milieu. Okay? Puis il me dit, Sébastien, si tu veux construire des itinéraires techniques à succès et à jouer okay, dans la diversité végétale, il faut que tu respectes cela. Okay? C'est-à-dire, okay, si tu veux ta biodiversité que tu veux récolter, c'est du maïs, ta chance de maximiser okay, ton rendement, c'est qu'il faut que tu fasses des dicotes froides, tu passes par la transformation des crucifères, puis tu t'en vas au maïs. Okay? Même chose pour le soja. Tu veux faire un seigle, fait que quand tu respectes cela, ça marche encore plus en semi-direct parce que le travail de sol, des fois, vient un peu bousiller le miroir. Okay? Mais en fait, c'est une clé pour moi très centrale. Okay? Pour faire des systèmes ABC, il faut mettre en place, okay? Qu'est-ce que ça explique, ce tableau-là? C'est qu'il faut avoir de la symétrie dans les flux, dans l'espace-temps. C'est-à-dire, pour construire un système okay, vraiment à la limite parfait, il faut être capable de synchroniser des flux de carbone et des flux d'azote dans l'espace-temps. Je peux le répéter. Okay? Il faut être capable de synchroniser des flux de carbone et des flux d'azote dans l'espace-temps. Okay? Et ce tableau-là, il faut le maîtriser dans les 4 saisons. Okay? Fait que, puis peut-être que je vais passer vite encore là-dessus parce que c'est très riche, mais demain, on pourrait peut-être l'utiliser dans nos ateliers pour venir nous appuyer comme outil. Okay?
Bon, j'ai compris la diversité, nanana, j'ai des outils. Je commence, OK, j'ai l'idée, l'agriculteur dit comment je fais pour allier rentabilité et diversité végétale. Je pense que c'est une réalité que vous avez tous les jours. Il me dit, mais les maïs, au lieu de les faire à 30 cm, on va les faire à 1,54 m. Puis les fleurs, on va les mettre entre les deux. Ah, parfait. Fait que go, on expérimente. Fait qu'en plus, au Québec, je trouvais qu'une des fenêtres d'opportunités les plus riches, c'est la période du mois de mai-juin. Okay? Si je compare au système laitier, système fourrager, première, deuxième, troisième coupe. Première coupe, c'est 50% du volume fourragé qu'on récolte. Okay? Habituellement, les sols sont à peu près toutes à nu. Okay? Fait que moi, j'étais dans une logique d'aller capter cette énergie. OK, vous dites que je n'ai pas d'argent, OK? Faut que je travaille avec l'intelligence du vivant. Mais pour moi, c'est d'aller capter l'énergie du vivant, c'est-à-dire au printemps. Fait que je commence à avoir des tests mélilo, OK? Veste velue, trèfle, un peu de fléole, OK? Et on sait que le maïs, ça n'aime pas la compétition au printemps, au départ, mais tandis que là, j'ai donné de l'espace pour grandir, pour gérer ma maman. En fait, c'est qu'au même moment que je prends, je donne. Qui est pour moi, on va revenir à la fin, l'assise centrale pour moi, qu'est-ce que je veux construire dans le futur. Fait que c'est ça, on expérimente, même chose. On a de l'espace pour venir intégrer la diversité, faire de l'enracinement profond, et j'ai aussi même de l'espace pour venir même détruire mes adventices et les transformer dans les couverts végétaux les plus gratos qu'il n'y a pas. Okay? Si j'ai détruit mes couverts végétaux avant qu'ils tombent en floraison, puis ils n'ont pas nuit à mon rendement de maïs, c'était la plante la plus adaptée pour guérir les blessures de mon sol. Okay? Et pour moi, ce qui est dans une symétrie de la relation, je donne et je prends. Okay? Fait que, puis l'autre, une de mes erreurs aussi comme entrepreneur, c'est de vouloir essayer de trouver des recettes tout seul. Okay? Ça m'a confronté. Une des vulnérabilités qu'on porte comme agriculteur, c'est qu'on a une saison par année. Puis si on se trompe, on essayera l'année prochaine. Je pense que vous comprenez très bien cette réalité-là. Puis là, je pense, j'ai dit, c'est pas vrai, Sébastien va travailler en équipe cette fois-ci. Okay? Fait que j'ai réuni des agriculteurs innovants. Okay? On a les agriculteurs innovants. Je pense que vous êtes pas mal dans cette gang-là. Tu as les premiers adoptants, les majorités précoces, majorité tardive, la garde, puis les saboteurs en arrière. Okay? Puis on a réuni les meilleurs, on a mis les agriculteurs en avant, les agronomes sur le côté, c'est les agriculteurs qui décident, et on s'est dit on expérimente. Fait que sur à peu près 3 ans, je pourrais vous fournir, si vous voulez, les résultats sur toute comment construire la recette d'agriculture régénérative, c'est quoi les couverts à mettre entre les deux, les populations et tout. Fait qu'on a piloté ce système-là. Okay? Mais là, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de tout comprendre. Okay? Ça prend du temps à construire un design agronomique, mais là, il était à -1 dans ma situation. J'étais sur le bord de la faillite. J'ai dû avoir à faire une épreuve d'humilité. C'est d'aller cogner à la porte de mes voisins. J'ai un 34 hectares à vous vendre. Okay? J'ai été chanceux, ça l'a doublé en 3 ans. C'est pour donner un exemple, les règles du jeu chez nous, c'est à peu près 34 000 l'hectare. Okay? Fait que c'est un jeu qui n'est pas si facile, okay? C'est la réalité. Et j'ai un agriculteur à ce moment-là, je suis dans une réflexion. J'appelle Yannick, qui est agronome. Okay? Puis Yannick, c'est un agriculteur très innovant en termes de semi-direct. Puis je lui dis, c'est quoi tes rentabilités en semi-direct? Environ 1 000 l'hectare, net. Là, ça m'a fait un peu réfléchir, puis c'est à peu près ce que j'obtenais en bio avec beaucoup, beaucoup de travail. Là, c'est comme, wow! Okay? Puis, si je vous dis que les 2 dernières années, il a fait ses records de rendement sur mon ancienne terre. 14-15 tonnes de maïs. Puis même cette année, il a mis 60 unités d'azote de moins que ses autres parcelles, dû à mes bonnes pratiques. Et puis il a investi, en fait, il a cru à la santé des sols que j'avais. Quand ton voisin, un partenaire achète ta terre puis il fait tes records de rendement sur son ancienne terre, ça fait réfléchir aussi beaucoup. Okay? Même chose, j'avais compris que ça prend du temps faire la mise au point d'une recette d'agriculture régénérative. Okay? Une des recettes d'agriculture régénérative qui fonctionne le mieux aux États-Unis, c'est le pays de seigle roulé. Okay?
dont la citrouille, entre autres. Ça, c'était Steve Grove. OK? Bref, puis elle se pratique dans d'autres cultures, mais lui, il la pratiquait. Fait que j'étais à la rencontre de Steve Grove, il m'explique un peu comment ça marche. Et là, il fallait que je me reconstruise comme entrepreneur. OK? Bon, mais la graine nue, la citrouille, les courges, en fait, les citrouilles à graine nue, c'est une production qui était inexistante au Québec. J'ai vu l'opportunité au Québec. Et j'ai aussi eu la rencontre, au même moment que moi j'ai compris où était ma force. Tu sais, avant, j'avais Guylaine qui s'occupait de la mise en marché. Je ne suis pas trop bon là, OK? Mais c'est un enjeu important. Puis on ne peut pas relever les enjeux seul. Et à ce moment-là, j'ai Marie-Josée, qui est un entrepreneur très connu, OK, qui est une notoriété très élevée au Québec. Elle a une entreprise Prana qui est spécialisée dans tout le marché du snack, 35 millions de chiffres d'affaires. OK? Et même dans une émission, Voulez-vous être mon associé, l'équivalent québécois. OK? Et 15 ans plus tard, cette femme-là, je la connaissais. Quand je vendais des saucisses à Montréal, c'était ma voisine de kiosque, elle vendait des noix en sac en carton. Puis on s'est retrouvés 15 ans plus tard avec moi complètement fauché, elle avec une entreprise de 35 millions de chiffre d'affaires. Okay? Mais cette femme-là est importante parce qu'elle a cru en moi où j'étais le plus vulnérable. Okay? Fait que j'ai dit, Marie, j'ai une idée, on va faire des graines de citrouille au Québec en agriculture régénérative. T'embarques-tu, go? Puis elle me donne la sécurité que j'allais vendre mon produit. Okay? Parce que la rentabilité en agriculture, c'est la somme de 3 enjeux. Les enjeux agronomiques, les enjeux de transformation, les enjeux de mise en marché. Okay? Et ta rentabilité nette, c'est la somme. Okay? Et on fait des assemblages différents de chaque agriculteur à d'autres. Okay? Mais la rentabilité nette, puis l'idée, c'est de construire un processus lean, okay? Où est-ce qu'on a validé cette expérience-là. Fait qu'on se lance, okay? Et moi, je trouvais qu'ayant l'expérience d'avoir déjà fait avec Rintal, relever ce défi-là, j'avais déjà de l'expérience en banque. Et cet aspect-là, je trouvais que c'est là que j'étais le plus de force. Fait qu'on se lance dans l'aventure. Il y a 3 ans, première année, on va tout de suite au marché, on récolte des citrouilles en main, 600 kilos. On valide tout de suite si le client, il y a un marché, ça marche. On valide. Après ça, ça m'a donné la clé de la confiance d'aller travailler avec d'autres agriculteurs. Okay? Fait qu'on expérimente, on part. On expérimente, on valide. Processus d'innovation, divergence, convergence, divergence, convergence. On part avec des régies de travail de sol. Je me trouve un cercleur aux États-Unis que je fais venir. Okay, on est dans une logique bineuse. On se rend compte que le binage d'un citrouille, ça ne fonctionne pas trop. Okay? Fait que, OK, on expérimente. Sauf qu'on réussit à le faire, mais ça demande des travaux de sol répétitifs, mais on réussit. Okay? On expérimente avec d'autres, dont Éric Lapierre, qui est un des présidents d'Action Semi-Direct, très innovant. On expérimente justement de la citrouille en semi-direct, qui n'est pas bio à ce moment-là. À ce moment-là, même, j'expérimente dans toutes les voies des possibles. Couvert d'avoine et semi-direct dans du blé. On obtient, je dirais, le maximum de rendement. Toutefois, on a récolté trop tard. On a eu beaucoup de pertes en récolte. Mais c'est lui qui avait le plus gros potentiel de rendement. Et cette année, sur les retours de graines de citrouille, il y a eu 1 tonne à l'hectare supplémentaire de rendement, dû à l'aspect du seigle et de la pulpe qu'on reste au champ. Même chose, Jean-François Messier, agriculteur, producteur 2. Je te disais, lui, en 2021, ça a été, je dirais, mon héros. Okay? Parce que c'est lui qui a réussi à faire 1 an de semi-direct en bio. Okay? Sous couvert, on a semé très sec, okay? Couvert de seigle. Et pour moi, ça, c'est le seigle, okay? C'est une recette d'agriculture régénérative qui marche. Okay? Puis je vais vous expliquer, elle me permet aussi de comprendre quoi mettre en place pour que ça fonctionne. On avait eu 50% de levée parce que c'était très, très sec. Le sec avait tout pompé l'eau. On est venu fertiliser avec des fientes, okay, de poules pondeuses et en bande de la poule pondeuse. Okay? On a sorti à peu près 300 kg d'hectare. Okay? Mais la clé de cette recette-là, c'est la synchronisation des flux de carbone avec les flux d'azote. C'est-à-dire, la période idéale pour détruire le couvert de seigle, c'est la première semaine de juin.
La période idéale pour implanter la citrouille, c'est la première semaine de juin. On a une synchronicité dans le couvert que j'ai donné au sol qui a créé un flux. Okay, on détruit du carbone. Le flot au niveau du seg, il va se décomposer, il va assurer le contrôle des mauvaises herbes. Et c'est sûr que l'azote, c'est un des enjeux en bio. Cette fois-ci, on avait quand même bien réussi. Okay? Parce qu'habituellement, quand on détruit le seigle, on a un flux de minéralisation différent, on l'a validé, au niveau de l'azote dans le sol. Mais c'est la santé du sol qui vient, entre autres, moduler le flot d'azote. Bon, c'est assez complexe à ce niveau-là. On continue. Oh, avec un rouleau. Avec un rouleau crêpeur, un rouleau faca. On a plein de trucs, on a testé des orbismes. Là, vous me devancez. Là. Fait que là, on teste la récolte, tout le processus. J'ai réussi à acheter une andaineuse pour la récolte. On met en andin. La récolte, j'ai réussi à mettre la main sur une petite récolteuse. Bref, fait qu'on expérimente à petite échelle, la récolte de la citrouille. Et en 2 ans, on prend une culture qui n'existe pas au Québec, on l'a amenée au marché dans toutes les grandes chaînes. Pour moi, c'est une belle réussite entrepreneuriale. C'est un travail surtout d'équipe. Fait que c'est un travail d'équipe d'agriculteurs. Et on va tout de suite au marché avec la proposition, ce qu'on commence à partager la valeur de l'agriculture régénérative aux consommateurs. Parce qu'il faut dire qu'il y a 2 ans, quand j'étais voir Marie-Josée, je dis Marie-Josée, là, on s'en va en régénératif. Là, elle me dit Sébastien, ça ne marchera pas notre affaire. Là. Moi, je suis prana bio-organique. Puis à ce moment-là, j'avais même risqué de perdre la relation avec Marie-Josée. Mais cette année, je peux vous le dire que ça a changé. Je vais vous expliquer. Fait que là, cette année, puis j'ai dit, mais sauf que j'avais dit à Marie-Josée, j'ai un commitment avec toi, je vais aller jusqu'au bout. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, je vais jusqu'au bout. Fait qu'on s'est dit, on va expérimenter plus loin. Puis dites-vous que je ne porte pas juste le chapeau de l'agriculteur, mais le chapeau aussi de l'entrepreneur qui veut créer une filière où il y a une notion de répétabilité saison après saison pour assurer la rentabilité du projet. Fait qu'on part avec une logique streptile, travail de sol, bande. Puis là, on s'est dit, on va avoir le meilleur des deux mondes. On va garder l'avantage du seg entre le rang, puis on va aller chercher le flux de carbone, le flux d'azote par le streptile. On va aussi assurer une meilleure minéralisation et une meilleure levée de ma citrouille. On le teste seg avec du colza aussi, même également. J'ai acheté un Orbis l'année dernière. Fait qu'on a testé l'Orbis pour le roulage, pour maximiser justement. On avait différents rouleaux FACA standards, mais on trouvait que l'Orbis avait vraiment beaucoup plus puissant en termes de potentiel de destruction des couverts. Fait qu'on teste, puis on teste au niveau de l'azote et une série de 15 couverts végétales aussi à implanter. Et je me ramasse avec cette situation. Là, on pensait avoir le meilleur de deux mondes. Je me ramasse avec l'impossible des deux mondes. C'est-à-dire, regardez la belle citrouille, là, elle n'est pas tout seul. Fait que, tu sais, j'ai travaillé le sol, j'ai réveillé la jungle. Je me ramasse. Aussitôt que je travaille le sol, je tombe dans un processus logique qui est là. Pour contrôler ça, il faut que je fasse la logique de la guerre du vide que j'appelle. Peigne, ou rotative, binage. Sauf, ça me prend des équipements ultra spécialisés, juste centrés sur la bande. Parce que là, oubliez le seg. Et si j'enfouis cette masse de carbone, je viens de créer une grosse immobilisation de l'azote. Fait que là, ça ne marche pas. Puis là, vous voyez, je me ramasse avec une situation où finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, là, ça suffit, Marie-Josée, là, j'abandonne. Je n'étais plus capable. Là, j'étais au bout du bout. C'est ça. Là, j'ai dit, ça suffit. C'était une décision déchirante. On pourrait l'expliquer plus tard. C'est une décision qui est vraiment maturée. Puis, je ne renonce pas à pourquoi que le bio existe. Je renonce à comment qu'il existe. Très grande nuance. Puis j'ai dit, Marie-Josée, on s'en va régénératif.
Elle, avec l'inflation, elle me dit, Sébastien, moi, mes marges, c'est 35 millions de chiffre d'affaires, 150 employés, ça diminue comme ça. Okay? À 6,99, là, le paquet, elle m'a dit, on pourrait le faire, Marie-Josée, avec le travail de sol, mais il faudrait que je vende des graines 5 piastres de kilo plus. Mais là, à 6,99, le consommateur, il est bloqué. Fait que là, on fait quoi? Mais j'ai dit, Marie-Josée, si moi, je ne crée pas de valeur dans mon processus, je ne peux pas te le partager. Okay? Fait que ce projet-là, là, c'est la citrouille qui décide. Okay? C'est la citrouille qui décide. Puis on va créer de la valeur. On a une recette d'agriculture régénérative qui marche. Toutefois, en bio, elle est très dure à piloter à cause problème de mauvaise herbe chien dent. Et étant donné que mon sol n'est pas toujours en santé, je dois souvent mettre un engrais minéral au départ. Puis plus que mon objectif, c'est plus que mon sol va augmenter en santé, je vais lever la pédale sur les intrants. C'est la vision. Okay? Puis on est aussi dans une technique, le seg roulé. Dans notre condition au printemps, ben, on se compare à un sol à nu. Okay? Principalement des sols au Québec sont à nu au printemps. En termes environnemental, c'est énorme. C'est 66% de potentiel d'émission de moins en N2O. Étant donné qu'on est dans des conditions beaucoup plus aérobiques versus anaérobiques. Fait qu'on est dans un processus hyper environnementalement très avancé, avec une signature à évoluer. Et je dirais que ça, c'est chez mon ami Jean-François Grosse qui a fait des citrouilles. Ça représente aussi la réalité, désolé, mais de l'ABC actuellement. Beaucoup de volonté, peu de potentiel de résultat. OK? OK? Mais Jean-François attendait son Orbis, OK? Puis on l'a essayé, puis c'était le seul tracteur qui avait les bons écartements pour le tester rapidement, OK? Fait que, et il faut dire 750 hectares, lui, c'est l'agriculteur le plus courageux que je connais. 750 hectares, on y va, bio SCV, on va trouver des solutions en cours de route, OK? Ça vous donne un peu, l'image vous donne un peu on y va, OK? Fait que, puis l'autre chose aussi, j'avais une petite parcelle, OK, sous ma ferme. J'ai acheté une petite terre, puis sur le bord de la rivière, il y avait 1,4 hectare, 15 ans minimum d'herbacées non cultivées. Sol hyper en santé. J'expérimente tout de suite les pratiques de régénérative, OK? Et j'en fous jamais mon carbone. Couvert, je mets du seigle. Et zéro fumier, je réussis à avoir des courges de cette qualité-là. Okay? Je me dis, quand la santé des sols est là, ça marche. Okay? Toutefois, ça demande énormément de temps construire cette biodiversité, cette patience. Ça prend de la souplesse aussi. Puis, il y a tellement de vers de terre à cette parcelle-là que j'ai à peu près 6 à 10 tonnes de biomasse annuelle qui, en un an, c'est tout digéré. Okay? Transformé en fertilité. En fait, j'ai un cycle d'autofertilité qui est construit. Fait en parallèle de mes parcelles, j'ai eu une petite parcelle minimale pour venir valider des petits points importants. Et pour moi, je crois que pour définir un agriculteur ou une agricultrice, c'est la qualité des flux qu'il met en place. Pour moi, c'est cette mesure-là qui prédomine versus les choses qu'on enlève versus les choses qu'on ajoute. C'est la qualité des flux. Okay? Puis c'est complexe, construire des flux de qualité. Okay? Fait, puis pour un des points importants pour moi, c'est la relation je prends, je donne à la nature. Okay? Moi, je veux être dans des constructions, des recettes agronomiques où je donne juste, je prends juste. Pour moi, c'est... et en terminant, ça c'est le bout difficile. J'ai essayé de résumer ma pensée. C'est des archétypes peut-être noir et blanc, mais la réalité, c'est nuances de gris. Okay? En termes d'évolution, où est-ce qu'on a les leaderships de pouvoir en place? Ce que j'ai défini au niveau des besoins, les leaderships de curiosité, les processus de relation de la nature et les leaderships d'innovation. Si on regarde en termes d'évolution, on est parti d'un modèle d'agriculture qui est dominé par l'industrie, qui est focusé dans les performances. On veut trouver des molécules, des produits miracles. Ils innovent dans les produits génétiques. Okay?
Et on donnait des logiques, je prends beaucoup, je donne peu. Ça marche. Okay. On connaît ce modèle-là. Pour moi, le bio, il a évolué en reflet des excès de ce modèle-là, avec un pouvoir de leadership aux consommateurs, où ce qu'on adresse des enjeux de santé qui sont profondément justes. Okay? Et on a une certification avec des contraintes et un gain peut-être potentiellement élevé. Ça a potentiellement augmenté l'intelligence et la curiosité dans la portion donnée à la nature. Ça, il faut le garder. Et tout l'aspect de curiosité des agriculteurs comme vous qui échangent aujourd'hui, c'est une richesse qu'il faut garder. Okay? Et ça a créé aussi des innovations incrémentales, exemple comme l'Orbis. Ils vont en créer peut-être d'autres. Peut-être qu'on va trouver des molécules faites avec des plantes. Je ne sais pas. Okay? Je n'ai pas de boule de cristal parfaite. On a aussi également les agriculteurs okay, qui sont en termes de semis directs, ont des focus peut-être plus environnement en enjeux climatiques. Ils ont nécessairement augmenté la portion d'intelligence dans la portion prendre, avec le moins d'impact possible, c'est-à-dire des semis directs, des gestions du carbone. Les deux groupes d'agriculteurs ont un focus de trouver des itinéraires à succès, travailler avec des cultures associées, des têtes de compost de couvert. Bon, il y a d'autres techniques, là, mais c'est pour moi un grand point. Et en fait, puis je ne veux pas être en opposition, mais pour moi, le futur de l'agriculture, c'est la citrouille qui décide. OK? Ou ce que pour moi, le défi il est énorme, c'est d'arriver à équilibrer les pouvoirs dans ces trois axes-là. OK? L'enjeu, il est énorme. OK? Il y en a nécessairement qui vont en perdre, il y en a qui vont en gagner. Ça va brasser. Pour moi, puis c'est dans l'objectif d'avoir de la symétrie dans l'équilibre des flux qu'on met en place. Comment qu'on va venir mesurer? On va nécessairement avoir de la curiosité dans l'assemblage de diversité végétale. Mesurer les flots de carbone, mesurer les flots d'azote, mesurer les flots d'abeilles. Pour moi, les fermes vont détenir, la digitalisation de l'agriculture va amener des gros changements. On est capable de mesurer des choses qu'on n'était pas capable de mesurer il y a 50 ans. C'est-à-dire, chaque ferme va avoir une signature carbone, une signature biodiversité. Et pour moi, exemple, la signature biodiversité, c'est pour moi les agriculteurs, à mon avis, qui devraient avoir le privilège de d'avoir l'espace tablette, d'avoir accès au marché. Pour moi, les agriculteurs qui mettent en place des hauts niveaux de biodiversité, okay, c'est pour moi eux qui devraient avoir le privilège de la relation de vendre leurs produits. Okay? Ça, pour moi, c'est non négatif. Pour moi, c'est le gros bon sens. Parce que quelqu'un qui met beaucoup de pesticides, nécessairement, il va avoir des baisses de biodiversité. J'en conviens que ça va être difficile à mesurer. T'sais. L'agriculture, c'est profondément complexe. Okay? Raconter une histoire en couleur, adresser des enjeux de mise en marché et expliquer de la nuance à des consommateurs, c'est pas compliqué, mais ça reste une réalité de l'agriculture. Et pour moi, je crois qu'on va travailler dans une notion de trust flow, c'est-à-dire des itinéraires de tableau de bord, où on a fait la preuve qu'on a travaillé à mettre en œuvre des systèmes avec le minimum d'intervention. Okay? Et faire la démonstration de la confiance aux consommateurs. Okay? Parce que une des choses que j'ai observées, okay, en ce moment, dans le bio, okay, de comment elle existe aujourd'hui, elle a le leadership d'augmenter la portion donnée, mais dans la portion prendre, okay, si tu ne travailles pas le sol dans la portion prendre, ben, c'est à peu près un aller simple au pays de la déception. Okay? De façon générale. Quelques-uns d'entre vous réussissent, c'est très peu. Okay? Et quand tu travailles dans la portion prendre à contresens du cycle du carbone, okay, ça te coûte de l'énergie, ça te coûte des ressources spécialisées, ça te coûte du temps. Par rapport au cycle de l'eau, tu te vulnérabilises. Plus qu'on va avancer dans le temps, plus que l'énergie va coûter cher, plus que les ressources vont coûter cher, plus que le temps va coûter cher, l'eau n'aura pas plus. Fait que pour que ce système fonctionne, il faut nécessairement que le consommateur va payer plus cher. OK?
C'est pas moi qui ai inventé le cycle du carbone. Okay? Fait que c'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Mais essayons, murmure le cœur. C'est à peu près là que je suis. Construire un avion en volant, c'est à peu près ça que je fais depuis le début de ma vie. Okay? Ben, on met le pied dans le vide, puis on y va. Puis, je te dirais, ben, pour moi, je découvre ma route des fleurs. Cette décision-là d'avoir quitté le bio, je l'ai fait profondément pour moi. J'ai expérimenté, j'étais allé au bout de mes limites. Pour moi, ça m'a permis de découvrir qui j'étais. Ça m'a permis de nommer bien mes besoins. Là, j'ai besoin de souplesse. Là, ça force, ça a forcé beaucoup. Là, j'ai besoin d'expérimenter et d'explorer un monde qui n'existe pas, selon qu'est-ce que je ressens, selon mes connaissances et avec aussi une somme d'échange, de partage que d'un agriculteur comme vous. Okay? Puis je finirai en expliquant le logo de la ferme. Ici, on a la biodiversité consciente, est en couleur. La culture à revenus, les couverts végétaux, est en couleur parce que c'est de la biodiversité consciente. Okay? J'ai compris le rôle que cette biodiversité a joué dans le rôle dans ma vie. On a ici à côté la biodiversité inconsciente. C'est la biodiversité qui est présente. Je n'ai pas encore compris son rôle, mais elle est là. Les deux sont le reflet du sol. C'est dans les 4 saisons, les 4 éléments, mais c'est la biodiversité consciente qui donne ta direction.